L'Empire est un équilibre précaire, une galaxie partagée entre l'avidité des grandes maisons et les conventions inflexibles de la guilde spatiale. À son cœur, la planète Arrakis, plus connue sous le nom de Dune, se dresse comme un joyau aride, une terre hostile, inhospitalière. Mais c'est dans les confins de ce désert que se cache l'épice de longue vie, clé d'un combat sans merci entre l'avidité des hommes et les forces d'une nature implacable. Alors que l'ordre d'Harkonnen s'accroche à leur domination tyrannique, la maison Atréide voit naître l'ascension d'un fils messie que les prophéties peinent à cerner. Déchiré par les complots politiques, les rivalités sanglantes et les révélations mystiques, le jeune Paul parviendra-t-il à dompter le destin de l'humanité, là où l'avenir se joue sur une poignée de grains d'épices? Chers amis, bienvenue dans l'univers de la passionnante Dune de Frank Herbert. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Olive, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Grande hâte surtout de commencer l'analyse de Dune tome 1 parce qu'il y a plein de choses à dire, plein de choses à partager, plein de choses à éclaircir. Comme d'habitude, attention au spoil, si vous ne l'avez pas encore lu, pas de panique, on se retrouve juste après votre lecture. Et alors avant qu'on débute, je tiens à préciser que je ne connaissais pas du tout, alors absolument pas du tout l'univers de Frank Herbert. Je suis arrivé un peu comme un touriste sans avoir vu le film ou lu les potentiels préquels à la saga. En un sens, c'est mieux parce que je suis moins influencé par les animations optimisées et autres mises en scène audiovisuelles. Mais d'un autre côté, n'en voulez pas trop à ma culture simpliste de science-fiction, d'autant plus que je ne suis pas très friand de ce genre littéraire. Hormis Hunger Games évidemment. Bon, sinon on va pas plus tarder, on va y aller directement. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage vraiment à poursuivre mes analyses. Donc 3 points, mon avis à chaud sur cette lecture, un retour sur les personnages les plus intéressants et bien sûr une citation conclusive avec la note finale. C'est parti. Donc voici mes 5 critères. Les catégories qui, selon moi, sont les plus représentatives de la qualité d'un livre. C'est un avis personnel, subjectif bien sûr, mais je vous promets que ça va être très intéressant. On commence en beauté avec un 5 sur 5 concernant l'intrigue. Alors, cette lecture, elle m'a beaucoup partagé, pour être honnête, mais s'il y a un truc qui peut me rassurer, c'est la manière dont est tissée l'intrigue. Donc, premièrement, la chaleur du récit, vous savez, cette sensation d'assurance, de savoir qu'on tient un livre abouti et reconnu, une histoire qui réserve 1000 promesses, et sans doute aussi quelques déceptions. À défaut de tout comprendre pendant 300 pages, voire pendant la totalité du pavé, j'avais vraiment l'eau à la bouche. J'avais envie de creuser ces mystères, du test de Gom Jabbar, Bene Gesserit, au complot Harkonnen. Il y avait du liant, quelques moments fades, mais jamais inutiles. Et ça, c'est vraiment une force pour un écrivain de savoir quel point de vue glisser, quel scénario emballer à tel moment pour maintenir le rythme et sublimer la passion de l'auteur. Donc voilà pour l'intrigue au sens strictement général. Si je pouvais donner quelques exemples pour appuyer mon propos, ce serait l'élan apocalyptique, là où tout part en vrille avec la trahison de Yue. Elle a vraiment donné un second souffle au livre, ou plutôt un premier souffle, parce que avant on se faisait un peu attendre. Et donc ce moment-là où le duc Leto et Idaho sont tués, Gurney Halleck se réfugie chez les contrebandiers, Thufir Hawat change de camp, et Paul se met à errer dans le désert brûlant d'Arrakis sans eau ni repère. Donc voilà, ça c'était vraiment un moment que j'ai trouvé très palpitant. Et évidemment, petite dédicace aux Fremen, un peuple réellement passionnant pour lequel on pourrait réellement consacrer une vidéo à les analyser. Ils portent le flambeau de tous les thèmes fondateurs de Dune, et sans leur présence sur Arrakis, cet univers il serait complètement vide de toute substance humaine, comme le disait notre cher Antoine de Saint-Exupéry. Alors pour le cadre et les personnages, ce sera un 4 sur 5, et non, il n'y aura pas de 10 pour ce premier tome de Dune, loin de là même. Alors le cadre et les personnages, ils m'embêtent beaucoup. C'est en réalité le critère qui me préoccupe le plus, parce que je suis pris entre deux penchants. Ceux qui ont adoré le cadre vont dire que je suis aveugle, ceux qui n'ont pas accroché que je suis trop généreux. Donc on va essayer de décortiquer tout ça.
Premièrement, c'est un cadre très complexe, donc en témoignent les annexes dignes des plus grands dictionnaires de Tolkien. Donc ça m'a fait plaisir de voir que la science-fiction dépendait encore un peu de la fantasy. Non, vraiment, j'ai adoré l'écologie de la famille Keynes et son rapport aux Fremen, avec l'annexe à la fin qui explique tout ça, ça m'a beaucoup plu. Les notions scientifiques ne m'ont pas dérangé dans ce passage-là. Au contraire, je trouvais que ça donnait une certaine véracité à ses études, du degré de la température aux éléments chimiques qu'il a composés. Ça apporte de vrais éléments de compréhension. En revanche, concernant l'histoire pleine tout au long du pavé, je l'ai trouvée assez maladroite, assez mal introduite, soit trop brutalement, comme des chapitres entiers pour nous expliquer, pour nous bassiner à la fois la secte Bene Gesserit, la maison Harkonnen et la prophétie psychédélique qui transcende certains personnages dans une même ligne. C'était assez lourd, assez pompeux et soit des passages qui ne sont pas du tout introduits. Par exemple, la référence au djihad que je n'ai jamais réussi à éluder, les fondements de la politique entre la guilde Imperium et les grandes maisons qui nous est imposée de façon assez barbaresque, et enfin quelques incohérences au niveau du cadre technique. Par exemple, la technologie informatique est complètement éradiquée donc, depuis le djihad butlérien, si j'ai bien compris. Malgré tout, on a l'utilisation d'armes atomiques, de vaisseaux spatiaux et d'autres technologies un peu obscures qui remettent en question l'originalité de la science herbère. Et enfin, je me suis posé quelques questions que j'ai pas réussi à comprendre. Pourquoi Dune est léguée aux Atréides par l'Empire, alors que ce même Empire décide de lui reprendre quelques mois plus tard pour donc l'exploitation de l'épice. Pourquoi les Fremen sont détestés et opprimés par toute la galaxie au point de se terrer dans ces contrées reculées du désert. Donc soit j'ai pas compris ces passages-là pendant ma lecture, soit il nous reste quelques éléments qui vont arriver dans les autres tomes. Je sais pas si nous aurons des réponses à ces questions dans les prochains tomes. Je l'espère sincèrement. Peut-être que ces doutes sont juste se révéleront vains et que la galaxie se clarifiera dans son ensemble. Mais voilà, je mise sur le fait que c'est une introduction de 800 pages. Oui, c'est certes un peu long, mais restons patients. En revanche, la suite avec le tome 2 a tout intérêt à répondre à ces attentes. Et pour finir avec un point mitigé sur les personnages, en quelques mots, parce qu'on y reviendra dans la prochaine section. D'un côté, c'est bien parce que j'ai l'impression que tous jouaient un rôle primordial qui se développait un peu plus à mesure qu'on avançait dans le roman. Ceux qui ne sont plus utiles sont clairement tués. Je trouve cette technique assez efficace et plutôt élégante. Quand j'imagine mes propres scénarios d'écriture aussi, je trouve que c'est une bonne technique. Attention toutefois à ne pas se tromper dans ce tri radical, comme lorsque notre planétologiste idéaliste Keynes vient à s'éteindre. Il incarnait vraiment la raison écologique, le rêve d'Arrakis, l'étincelle qu'il a tant manqué aux Fremen et à Paul Atreides dans la deuxième partie du roman. Il était l'un des seuls qui était vraiment attachant, ce planétologiste, dans cette marée de PNJ, enfin de caractères fades, sans trop de personnalité. J'ai beaucoup aimé, donc c'est dommage qu'il soit mort. Passons à l'écriture. L'écriture, j'attribue également un 4 sur 5. Pour l'écriture, bon, c'est un critère déterminant qui sépare généralement les fans de Dune de ses détracteurs. Pourquoi est-ce que c'est déterminant? Parce que l'écriture occupe une place centrale dans cette saga. Pour commencer, il est vrai que cette écriture m'a fait un peu peur. Car on passe de quelque chose d'incompréhensible à quelque chose de laborieux. Lorsque ça commence à devenir clair, quand on commence à saisir les enjeux des annexes, des maisons, des positions, de la politique, l'énonciation obscure d'une prophétie ravage notre modeste point d'accroche et on repart à zéro dans le désert brouillon de ces 300 premières pages. Donc voilà, mon petit bémol, mon seul bémol au sujet de cette écriture qui aurait mérité d'être plus douce et moins lassante à mon goût, surtout autour d'une intrigue si prometteuse. À part ça, des gros facteurs positifs quand même, qui font de Dune un incontournable de la science-fiction. Et là, je pèse mes mots. Bon, il faudra voir dans les prochains tomes parce que selon moi, ça reste une introduction, mais il y a quand même des gros points positifs dans cette écriture. Bon, l'alternance de points de vue entre les Atreides et les Harkonnen est très astucieuse. On a une organisation de chapitres qui casse les codes du traditionnel avec un axiome fondateur. Un axiome ou une axiome, on dit bon,
un dicton philosophique ou un élément historique qui est toujours à l'initiative d'une réflexion mûrissante. Donc ça, c'est un gros point positif pour l'organisation des chapitres. Des descriptions qui se respectent, vraiment une touche de poésie avec l'épice qui a l'odeur de la cannelle, les chansons de Gurney, l'immensité d'Arrakis qui est plutôt bien retranscrite. Les noms sont très bien choisis et très travaillés. Ça peut paraître un détail, mais moi j'y accorde beaucoup d'importance, surtout dans la fantasy ou dans des genres imaginaires, que ce soit les patronymes des personnages ou des événements majeurs qu'on retrouve dans le lexique. Ça permet vraiment de se familiariser avec la consonance orientale de l'univers. On est vraiment plongé, imbibé grâce à ces noms-là. Et enfin, le rapport à la religion qui, malgré sa complexité, est un concept solide, me faisant un peu digérer le goût amer de cette diplomatie fouillie et d'un procédé militaire assez médiocre, pour être honnête, mais ce n'est évidemment pas le but recherché ici. Par contre, le concept de la religion m'a beaucoup plu. Dernier point avant de passer au dénouement. Je comprendrais tout à fait que certains n'aient pas accroché au style d'écriture et à toute histoire qui en pâtit, car ça demande une certaine ouverture intellectuelle, on va dire ça comme ça, car passer la barrière de compréhension, on a un véritable bijou de littérature philosophique, du sens de l'honneur à la place de l'amour dans la société féodale, en passant par l'épuisement des ressources premières. Encore une fois, grâce à ces surprenants Fremen, on a vraiment un style d'écriture qui m'a fait beaucoup penser au cycle de Sif de Doudny ou le nom du vent de Rothfuss, des trucs. Vous savez, cette façon de décrire avec détachement une destinée héroïque que l'on épluche au prix de longues pages d'obscurité. Au début, c'est vraiment compliqué, puis petit à petit, ça arrive. Donc moi, ça m'a plu, mais je comprendrais que certains aient jeté le livre parce que bon, ça y est, c'est trop ennuyant. Concernant le dénouement, j'ai encore une fois été embêté parce que j'ai clairement ressenti la volonté de Frank Herbert de finir ses pages en beauté. Bon, je mets 4 sur 5 au dénouement d'ailleurs. On commence à enchaîner pas mal les 4, il y a quelques points perdus en route, mais j'ai du mal à me dire que ce dénouement il est parfait. Bon, ok, il y a une volonté de Frank Herbert de finir en beauté, ça c'est une belle initiative pour un auteur de saga qui aurait pu nous laisser en plan sur un chapitre fade sous prétexte que le tome 2 nous attend sur la table de chevet. Donc ça c'est plutôt positif. Ce qui m'a plu dans cette fin, c'est clairement la montée en puissance de Paul, qui établit vraiment ses amis, ses ennemis, ses supérieurs, ses serviteurs sans s'embarrasser en longueur. Il monte en puissance. Sa confrontation avec l'empereur Padishah est intéressante. Pour clôturer le livre, les rouages de l'intrigue se replacent lentement mais sûrement avec la révélation de certains mystères et la promesse de nouveaux à l'avenir. Personne n'en ressent indemne, aussi bien dans le camp Fremen Atreides que dans l'alliance Harkonnen Imperium. Le fils de Paul est tué. Je vous avais prévenu pour le spoil, ceux qui sont restés. Shani doit sacrifier sa place d'épouse et Thufir Hawat ne connaîtra finalement jamais sa libération. Pour les Harkonnen, c'est le baron et ses neveux qui sont terrassés. Un vrai coup pour l'héritage Bene Gesserit, puisque Feyd-Rautha, le neveu du baron, devait se marier avec la fille que devait donner Jessica. Donc c'est un peu compliqué, mais finalement tout se replace et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce dénouement. Mais je suis resté un peu sur ma faim concernant les combats qui sont survolés de manière un peu superficielle, sans rythme épique ou coup de théâtre. Le duel entre Paul et Feyd-Rautha m'a clairement montré que Herbert était capable de rendre un duel palpitant. Alors pourquoi pas une alternance de points de vue entre Gurney qui prend sa vengeance, Thufir qui veut se racheter, Stilgar qui se bat au péril de sa vie pour protéger le fils de Paul qui assiste impuissant à sa mort. Donc voilà, cela méritait, je pense, un peu plus d'attention. Franchement, ça aurait été trop cool d'avoir plusieurs personnages sur plusieurs fronts et tout. Il y avait moyen de faire un vrai truc, c'est pour ça que je reste un peu sur ma fin avec un 4 sur 5. L'émotion, et on finira sur ce critère, je lui ai mis 4 sur 5 aussi. Bon, pour les points positifs d'abord, je trouve que la compassion ressentie pour les Fremen allait au-delà d'une simple affection. Encore une fois, je vais vous rabâcher ce peuple, mais ils sont l'avenir d'Arrakis, ils sont plus qu'une épine dans le pied de l'Empire. Ce peuple constitue une véritable barrière face à l'exploitation et le pouvoir sans limite des riches maisons. Donc cette simple errance dans le désert et parmi les sièges Fremen m'a beaucoup ému.
tout en recentrant le sens véritable de l'écologie et par conséquent notre passage sur Terre. Ça fait un beau parallèle avec l'humanité qu'on vit. Les thèmes sont essentiels, fondateurs, dénués de faux mélodrames ou d'histoires à l'eau de rose. Au risque de ne pas avoir une fin théâtrale, bon, on rentre pas non plus dans le pathos, donc ça c'est bien. Le ton est solennel. Franchement, Herbert m'a embarqué dans sa teneur religieuse, moi qui ne suis d'habitude pas très attiré par ce sujet, donc là encore beaucoup d'émotions sur ce point. Schopenhauer disait que la richesse est comme de l'eau salée, plus on la boit, plus elle altère. Et cette curieuse analogie avec l'univers de Dune l'illustre parfaitement. L'eau est une opulence inestimable pour les pauvres, un élément de manipulation pour les riches. Et que dire de ce tourbillon de sensations qui donnait l'impression de vivre auprès des personnages avec les distils, le sable, la fatigue. Moi, j'ai été embarqué franchement dans ces passages de description. C'est pour ça que j'ai été emporté, que je mets 4 sur 5. Le point qui est perdu, en revanche, c'est dommage pour la placidité des personnages. Un enfant mort ne choque personne, c'est pas grave, on en refera d'autres. La relation entre Chani et Paul est à peine explorée, il aurait mérité une touche d'amour. Les combats manquent de panache, il en faut plus malheureusement pour accorder un 5 sur 5, comme j'en ai accordé plein sur des livres qui m'ont vraiment emballé. Là, un 4 sur 5, je trouve déjà généreux pour Dune. Ce sera donc un 8 sur 10 pour ce Dune tome 1, mais cette note est peu significative honnêtement. Si le tome 2 et 3 sont des masterclass, alors considérons que le premier était une bonne introduction à l'univers, une manière de nous imbiber tout en constituant les bases de la prophétie de Muad'Dib. Si le reste de la saga reste sur ce ton plat, bon, je remettrai un peu en question le succès de Dune. Donc énormément d'attentes pour la suite qui sortira au plus vite sur cette chaîne YouTube. Raison de plus pour vous abonner, pour lâcher la petite cloche de notification afin de rester informé. Moi, ça me fait énormément plaisir encore une fois. Allez, on décale sur mon top 5 de mes personnages préférés. Bon, les personnages, j'ai vraiment pas été fan des personnages dans l'ensemble. Au-delà du fait qu'ils incarnent chacun une place déterminante dans le roman, donc ils sont très utiles, c'est davantage leur mentalité que j'ai trouvé peu attachante, et c'est dommage. En 5e position, je mets Dame Jessica, mère de Paul, et sorcière Bene Gesserit, j'arrive vraiment pas avec ce mot. Alors c'est un peu contradictoire. J'ai vraiment détesté ce personnage, mais j'ai aimé l'intrigue, l'apport de Jessica dans ce livre. D'abord mère attendrie lors de l'éducation de son fils, elle devient une épouse solide lorsque le duc l'étau sombre. Pilier des Bene Gesserit, elle s'oppose à la grande mère pour porter le flambeau des Atréides, et ce malgré les soupçons de trahison qui la ciblent de toutes parts. La seule facette de sa personnalité que j'ai aimée, c'est sa conscience intérieure. Elle est méfiante, mais elle ne se précipite pas dans ses choix et laisse le temps lui donner raison. Ou non. Donc ces pensées permettent souvent de nuancer l'excès de confiance incontesté de Paul, mais quand on y pense, Jessica c'est un faux personnage important, elle a zéro impact sur l'ascension de son fils, son rapport à la prophétie est toujours obscur, sans parler de son opposition constante à Chani à cause de ses vieilles racines traditionnelles. Moi Jessica m'a beaucoup embêté, je la mets top 5 un peu par défaut, mais elle va clairement pas plus loin pour moi. 4e position, personnage touchant, maître d'armes de Paul sur le premier tiers, chef des contrebandiers en exil sur le second tiers, puis bras droit du nouveau prophète dans le dernier. Vous l'aurez compris, il s'agit de Gurney Halleck. Son caractère jovial et son humour un peu cassant a maintenu à mon sens le seul souvenir qu'on avait de ce début paisible dans la maison Atréide. J'ai aimé son sens de la loyauté, sa justesse de s'excuser auprès de Jessica pour l'avoir confondu avec Yue, et enfin son humilité lorsqu'il s'agit de rejoindre les Fremen en insistant pour mourir afin d'expier sa faute. J'ai bien cru qu'on allait le perdre et ça m'a fait paniquer. Il apporte une touche originale avec sa balisette, ses chansons calmes et ses expressions familières. J'ai aimé le bonhomme, j'ai aimé le personnage, l'un des seuls attachants, mais je peux difficilement le mettre plus haut à cause de son utilité assez médiocre dans la bataille finale. Dans la bataille finale, il est vraiment en retrait, ses dialogues sont linéaires, prévisibles. Il méritait sincèrement un point de vue à lui, et comme j'ai dit précédemment, d'avoir accès à ses pensées, au même titre que Stilgar, Jessica ou Tufir. Franchement, il méritait d'avoir plus d'importance, et en fait, c'est le contraire à tous ces autres personnages. Gurney, c'est le seul attachant, mais c'est le seul qui a
servi à pas grand chose honnêtement. Shani top 3 pour Shani et vraie déception pour ce personnage prometteur. Avant toute chose, elle m'a surpris par son courage, par sa détermination, par ses prises de position tranchées. Elle est davantage que la concubine mignonne de Paul. Elle mérite mieux par contre sur un point. C'est que sa relation avec Paul est mal exploitée. Je suis désolé, mais il n'y a aucune touche d'amour, de bisous, de marque attentionnée. Il y a une ellipse étrange vers la fin, quand on annonce tout à coup qu'ils ont un enfant de 2 ou 3 ans, alors que j'avais à peine compris qu'ils s'aimaient de base. Et en plus de ça, j'ai rien compris au délire de Alia, j'ai cru que c'était leur fille, alors finalement non, c'est la sœur de Paul qui est la fille de Jessica. Donc ça m'a un peu embrouillé, Shani a pas contribué à m'éclaircir les idées là-dessus. Pour finir avec une note positive sur Shani, parce que je l'ai quand même mis top 3, je suis très optimiste concernant son importance pour la suite. Là autant je l'ai mis 3ème, mais je pense qu'elle peut aller plus haut dans les prochains tomes. Elle va devoir se battre pour s'affirmer comme femme de Paul avec l'arrivée de la princesse Irulan. Malgré les promesses de Paul, il y a moyen que ça se bouscule un peu pas mal pour savoir qui aura la place et j'ai hâte de voir tout ça. Shani, c'est une version un peu plus palpitante de la mère Jessica. Deuxième position, j'ai un peu hésité mais j'ai mis Stilgar. Stilgar, c'est un homme libre, un homme vaillant, un homme accompli. C'est un Fremen et cette deuxième place, c'est un peu un hommage à Keynes et à tous les Fremen qui ont transcendé la plume d'Herbert et qui, moi, m'ont beaucoup plu. Stilgar, il a l'amour du Christ, il a la fierté de ses valeurs, il a plein de coutumes et en même temps, il a l'ouverture de les bousculer au profit d'un monde meilleur. Stilgar, c'est un idéaliste et c'est opposé à l'idée du conservateur qui ne va rien changer à ses coutumes. Stilgar est vraiment acteur du changement et c'est ça que j'ai aimé chez lui. Il a un respect, une liaison avec les autres personnages et je trouve qu'au contraire de Gurney, en comparaison avec lui, il se distingue par sa personnalité tranchée, franche et il est précurseur de l'alliance entre les Fremen et les Atreides. Il est vraiment dans l'ombre de personne, c'est un commandant loyal et le symbole de cette alliance justement, donc il permet de faire avancer les choses et j'ai bien aimé ces quelques dialogues avec Stilgar. Première place, Paul. Paul Atreides, notre héros tant discutable et tant discuté de Dune. J'ai épluché quelques avis à son sujet et voyant à quel point il était détesté, idolâtré, porté d'indifférence et apprécié en même temps, j'ai clairement abandonné. Je vais tenter de vous exposer en toute franchise ce que j'ai pensé de ce personnage. D'abord, on a une formation intéressante dans les 300 premières pages avec l'éducation Bene Gesserit et les responsabilités de Duc qui l'attendent. On avançait vraiment et de son point de vue, c'était moins flou que certains passages. Il a une complicité avec les autres personnages en revanche qui s'épuisent au cours du livre, un peu comme la complicité qu'on a nous avec ce personnage. J'ai l'impression qu'il oublie un peu ses racines Atreides, que ce soit avec Gurney, avec Thufir ou même avec sa mère Jessica. On a l'impression qu'il se détache vraiment de tout ça pour devenir une espèce de machine à tuer insensible et inflexible. Autre point noir, c'est qu'il éclipse vraiment tous les personnages, à commencer par Shani, tellement on nous radote qu'il est l'élu, le prophète, le Kwisatz Haderach, tant attendu depuis des siècles. Alors ok, il est important, mais l'arrogance et la confiance qu'il accumule tout au long du voyage le rendent presque antipathique à la fin. La raison pour laquelle j'ai mis Paul numéro 1, c'est en partie parce que cette importance, elle le rend légitime. Honnêtement, vous voulez mettre qui à sa place? Stilgar et Shani n'ont clairement pas la carrure pour qu'à la fin de Dune, on se dise « Ok, le personnage que je retiens, c'est lui ». Non, Paul, il reste quand même charismatique, courageux, loyal. Il a une parole, il a un credo, il a un but, il a une quête. Les obstacles sur son passage sont balayés jusqu'à l'empereur qui est contraint de restituer la planète Arrakis à la maison Atreides. S'il y a bien un passage qui va marquer avec Paul, c'est son ascension. Le lapsus de page où le baron, l'empereur, la guilde et toute la galaxie apprennent l'identité de ce Muad'Dib. Le panache que j'attendais dans Dune est survenu là, dans cette surprise teintée de peur. Voilà, c'est moi, c'est Paul Atreides, le survivant qui a réussi à échapper à toutes vos manigances. C'était bien ficelé de la part d'Herbert et c'est un gros point positif. On va pas s'attarder pour les mentions honorables, simplement le duc Leto de son vivant nous a fait un sans faute très intéressant, très juste dans tous ses choix, dans la panique et tout, j'ai adoré. De même que Lietkins, l'écologiste planétologiste. Un peu de gâchis pour eux, même s'ils ont en partie contribué à l'avènement de Paul.
Sans la mort du duc Leto, il n'y a pas l'ascension du prophète. Donc voilà, ça a permis aussi de se mettre en retrait et Paul a quand même tout défoncé sur son passage. Alors j'ai une citation à la page 19, bon c'est l'édition poche, mais une citation à la page 19, je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. J'ai beaucoup aimé cette citation. Parce que c'est en réalité un rituel Bene Gesserit, la litanie contre la peur lors du test Gomm Jabbar de Paul. Donc ça montre, c'est une illustration de toute l'étendue du talent d'Herbert, donc sa capacité à cerner la conscience humaine, à le coucher sur le papier. Bon voilà, de parler de la peur, c'est quelque chose qui est très difficile et ça a fait aussi un peu psychologie. Et en même temps, il y a une certaine explication de la froideur des Bene Gesserit, un sang-froid qui a permis à Paul de ne pas se laisser submerger dans le doute, puisque ce rituel est un bis repetita tout au long du roman. À chaque fois qu'il est en difficulté, voilà, la peur tue l'esprit. Et j'ai trouvé que c'était un bel hommage à la plume d'Herbert. Les amis, on touche à la fin de cette vidéo. En conclusion, on a des attentes énormes sur les prochains tomes, avec 3 questions qui me tardent d'éluder. La place de Chani auprès de Paul, la manière dont évolue la situation des Fremen et bien sûr où va s'arrêter la puissance du jeune Paul. En vrai, si ça devient un despote fou et rongé par son désir de vengeance, ce serait sacrément stylé, mais je vais peut-être un peu loin. Voilà, merci de m'avoir suivi, restez vigilant à la sortie de la prochaine vidéo. Vu la taille du tome 2 qui est là, elle va pas tarder à arriver. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à checker mes analyses du siècle de Ken Follett qui sont assez récentes aussi. Si vous êtes intéressé par le roman historique, ça peut être aussi une belle suggestion. Abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager votre propre avis sur le livre dans les commentaires. Je serai heureux de pouvoir vous répondre. Allez, salut à tous, c'était Olive.